Je m'appelle Marie-Hélène Plumet, je suis maître de conférence en psychologie du développement à l'Université Paris-Descartes et je suis rattachée pour la recherche au laboratoire de psychopathologie et processus de santé. Et mes recherches portent sur le développement du jeune enfant plutôt dans la période maternelle, notamment sur la communication et le développement de ce qu'on appelle la cognition sociale, la capacité à comprendre les autres. Alors le jeu, c'est une compétence fondamentale chez le jeune enfant. C'est à la fois un outil de représentation et un outil de relation sociale. Et notamment dans sa forme qui se développe énormément pendant la période maternelle, qui est le jeu symbolique, où grâce à cette activité, donc capacité à pouvoir être dans l'imaginaire, de pouvoir présenter des rôles qui peuvent représenter des choses de la vie quotidienne, mais aussi des choses totalement imaginaires, les enfants vont avoir des outils très puissants de prise de distance par rapport à la réalité et aussi de communication, de plaisir de la communication avec leurs camarades ou avec des adultes. Alors, le jeu symbolique, il y a des éminents confrères qui ont défini ça, notamment Piaget, mais en gros, c'est la capacité donc à pouvoir représenter quelque chose de façon décontextualisée. Donc on va jouer par les premières émergences dès 16 mois à faire semblant de se laver les mains ou de manger. On ne mange pas vraiment, donc la réalisation ne va pas jusqu'au bout, mais on va évoquer d'abord par des gestes, puis avec du langage, une activité qu'on veut représenter pour le plaisir de la représenter. Alors ça peut se faire tout seul, les émergences dans la fin de la première année peuvent apparaître quand l'enfant joue tout seul, mais c'est une activité qui va être énormément sociale, qu'on fait avec les adultes, avec les autres enfants, dans laquelle on va donc pouvoir partager des représentations imaginaires à propos du réel. Et on sait qu'on est dans l'imaginaire, l'enfant ne se trompe pas, et il peut, en même temps qu'il utilise une feuille de papier, en faire un avion, il sait que c'est une feuille de papier, et en même temps, eh bien, il va faire comme si c'était un avion dans son jeu, et il va faire comprendre à l'autre la signification qu'il donne, la nouvelle signification qu'il donne à cet objet. Oui, c'est une activité, je pense, qui est très importante à l'école. Alors, elle existe sous différentes formes. Déjà, dans la cour de récréation, les enfants jouent beaucoup entre eux à des jeux de fiction, et de plus en plus entre la petite section et la grande section. Mais on peut aussi tout à fait l'utiliser dans la classe elle-même pour plein de raisons différentes, parce que donc ça va aider, comme je vous le disais, à une certaine prise de distance par rapport au réel, et de cette façon-là, on va faire travailler les enfants vraiment sur leur capacité de représentation, sur leur créativité, sur des fonctions cognitives qu'on appelle les fonctions exécutives, qui permettent de travailler sur la flexibilité, sur la mémoire de travail, sur la capacité à planifier une activité, parce que quand on doit planifier un jeu de rôle, il faut organiser l'histoire qu'on va être capable de jouer ensemble. Ça va exercer de très nombreuses capacités sociales, parce qu'il faut pouvoir se mettre dans la tête de l'autre pour pouvoir jouer avec lui. C'est ce qu'on appelle la capacité de théorie de l'esprit, c'est la capacité à pouvoir se représenter la représentation de l'autre sur le monde. Et quelquefois on est tout de suite d'accord parce que c'est facile, parce qu'il y a un objet qui va être tout de suite compris comme pour tous les joueurs, comme étant, je ne sais pas, un gâteau, parce qu'on a un petit gâteau en plastique, mais il y a plein de fois où l'enfant va utiliser des substitutions d'objets, et donc il faut qu'il fasse comprendre à l'autre quelle est, pour lui, sa représentation du monde, et même parfois sans objet du tout. Il va faire comprendre, par exemple, que la poupée est fatiguée, alors il faut la faire dormir, ou elle a froid, et donc il faut lui apporter une couverture. Et parfois, avec très très peu de mots, les enfants sont capables déjà d'être dans cette capacité de se représenter ce que l'autre se représente ou pas, et donc de clarifier avec le langage ce qu'il doit transmettre dans sa communication. Donc ça va travailler non seulement cette théorie de l'esprit, mais le langage, puisqu'on va être capable les enfants vont devenir capables de sélectionner les informations nécessaires pour s'entendre sur des représentations communes. Alors les fonctions exécutives, ce sont des capacités cognitives qui se développent tout au long de l'enfance jusqu'à l'adolescence, et dans la période entre 3 et 6 ans, il y a pas mal de progrès. Ce sont des activités qui servent pour s'adapter dans toutes les situations nouvelles. Ce sont des processus mentaux qui servent à trouver des solutions quand on n'a pas à sa disposition une routine, quelque chose, un acquis déjà dans son répertoire. Donc il faut faire preuve de
plusieurs capacités, des capacités de génération, de création, hein, pour trouver une solution pour s'adapter. Il faut faire preuve souvent d'inhibition, parce qu'il faut mettre de côté parfois des processus qui ont marché dans d'autres situations un peu similaires, mais qui pour cette situation-là ne seront pas pertinents. Et il faut faire preuve de flexibilité, donc pouvoir changer en cours de route de l'activité si une solution ne marche pas. De planification et de mémoire de travail, c'est-à-dire pouvoir mettre à jour au fur et à mesure de l'activité où on en est, est-ce qu'on est loin du but, est-ce qu'il faut changer, donc il faut maintenir à la fois, par exemple dans un jeu de règles, on peut avoir besoin de maintenir la règle en mémoire de travail tout en continuant l'activité elle-même. Donc ce sont vraiment des processus qui aident au contrôle des activités aussi bien motrices que cognitives, langagières, que l'organisation d'un jeu de fiction, hein, sont impliquées dans de très nombreuses activités, y compris dans les apprentissages scolaires. Et ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que, notamment le jeu de faire semblant, c'est qu'en jouant, on fait travailler ces capacités de fonction exécutive. On améliore la capacité à inhiber, la capacité à planifier, la capacité à être plus flexible, à être plus créatif. Donc ces activités-là, l'enfant ne s'en rend pas compte bien sûr, mais il y a des travaux, notamment des travaux d'Adèle Diamond, qui montrent très clairement que c'est en soutenant le jeu de fiction chez l'enfant, eh bien, on améliore ses capacités d'autorégulation, d'autocontrôle, qui vont être des activités évidemment très importantes dans les apprentissages futurs. Alors, tout à fait, là j'ai parlé des aspects cognitifs du jeu et des fonctions exécutives, mais il y a des aspects émotionnels qui sont tout à fait présents, notamment dans la capacité à moduler et à réguler ses émotions. Parce qu'évidemment, un jeune enfant, il a plein d'émotions, c'est tout à fait normal qu'il en ait plein et qu'elles soient labiles, mais petit à petit, il faut qu'il puisse ne pas être envahi aussi par ses émotions, par son impulsivité, et l'école aide aussi à ça. Et dans les jeux de fiction, par exemple, eh bien, les enfants vont vivre des émotions, mais qui ne sont pas dans des situations réelles, c'est des situations qui sont fictives, et donc l'enfant peut apprendre à réguler ses émotions, à mieux les contrôler. Donc ça joue aussi sur cette partie émotionnelle, hein, des fonctions exécutives, que de pouvoir voilà, jouer à faire semblant. C'est non seulement une catharsis, parce que voilà, ça défoule, mais c'est aussi un moyen de mieux contrôler, moduler l'expression de ses émotions dans une communication socialement adaptée. Alors d'abord, théorie de l'esprit, il faut préciser que c'est un peu un terme trompeur parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie du chercheur, mais de l'enfant. C'est-à-dire on attribue à l'enfant un système d'interprétation des comportements humains où lui-même va attribuer aux autres des désirs, des pensées, etc. Donc c'est sa petite théorie naïve à lui qu'on appelle théorie de l'esprit. Et puis il y a des théoriciens qui travaillent sur comment elle se développe chez l'enfant. Et pourquoi c'est important du point de vue pédagogique ? Parce que là, on est vraiment sur la capacité à se décentrer de son point de vue et de pouvoir se représenter celui de l'autre. Et on en a tout le temps besoin, par exemple, pour comprendre ce que la maîtresse me demande, il faut que je comprenne ses consignes, est-ce que j'ai bien compris quelle est sa représentation de la tâche, moi je peux en avoir une autre, et donc petit à petit, en travaillant sur ça, on peut aussi aider l'élève à demander de l'aide quand il en a besoin, hein, pouvoir se représenter qu'est-ce qui dans le message de l'autre n'est pas clair pour lui et où est-ce qu'il a besoin d'aide. Donc c'est vraiment une habileté essentielle du point de vue de la transmission pédagogique, hein, pouvoir se mettre dans la position de l'autre et savoir que l'autre ne sait pas la même chose que soi. Donc, ça peut permettre de demander de l'aide, ça peut permettre dans les relations sociales de négocier, de trouver des compromis, donc évidemment des choses qui sont très importantes pour le travail en groupe par exemple, hein, et aussi profiter de la richesse des points de vue différents. C'est-à-dire on a des points de vue différents et c'est ça aussi qui permet de construire par exemple une nouvelle solution dans un problème. Alors, la théorie de l'esprit, elle a été surtout étudiée au début à partir de l'âge de 4-5 ans, mais parce qu'on a travaillé, je dirais, sur une forme déjà assez avancée. Mais elle se développe en fait dès les premiers mois, sous des formes qu'on appelle implicites, et notamment vers la fin de la deuxième année, il y a beaucoup de progrès dans cette capacité à prendre en compte les états mentaux de l'autre, mais dans l'interaction. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore capable de réfléchir à propos des états mentaux, des désirs, des pensées, mais il en tient compte dans l'interaction. Et ça, on le voit très bien dans les débuts du jeu de faire semblant. Il est capable de jouer avec ses frères et sœurs et s'entendre sur des représentations imaginaires, même si
ils n'ont pas encore un discours qui soit clairement, qui explicite les états mentaux. Mais dans l'interaction, il est capable de s'ajuster à l'autre. Ça se voit aussi dans les taquineries qui sont très précoces, dans l'humour. C'est vraiment aussi une situation qui permet beaucoup de travailler sur ce que l'autre pense ou ne sait pas, et on peut jouer avec les désirs de l'autre dans les taquineries. Donc il y a toute une phase, je dirais, dans la période 18 mois, 2 ans, où on est dans cette théorie de l'esprit implicite. Et on commence à voir un tout petit peu une explicitation quand, dans son langage, il utilise des mots qui désignent des états internes. Donc vers 2 ans, les enfants vont utiliser des mots pour parler des émotions, des désirs. Un petit peu plus tard, pour parler des états mentaux qu'on appelle cognitifs, comme penser, croire, deviner, etc. Ça va plutôt arriver entre 3 ans et demi et 4 ans, ces mots-là, dans son vocabulaire. Et à partir de 4-5 ans, on va voir émerger ce que certains appellent une théorie de l'esprit un peu plus explicite, c'est-à-dire où l'enfant va vraiment comprendre que non seulement l'autre a des désirs différents, a des attentes, des émotions différentes de lui, mais aussi des représentations du monde qui peuvent être complètement différentes de lui. Et chacun peut avoir raison, il n'y en a pas un qui a tort ou qui a raison. Et quelquefois, il y en a un effectivement qui a tort, mais on peut arriver à expliciter quel est le point de vue qui est juste. Donc ça, on va le voir plutôt à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Et il y a eu toute une série d'épreuves fabriquées par les psychologues qu'on appelle des tâches notamment d'attribution de fausses croyances, avec des petites histoires. On demande à l'enfant de prédire la fin et on voit très bien que les enfants comprennent que l'autre a une représentation différente de la leur et qu'ils peuvent vraiment l'expliciter à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Et c'est loin de s'arrêter, ça continue cette théorie de l'esprit à se complexifier jusqu'à arriver à une psychologie naïve comme celle de l'adulte. Pendant toute l'enfance, ça continue à se développer. Dans le jeu, il y a le côté plaisant de se mettre, il y a une motivation à se mettre à la place de l'autre, quelque chose qui peut être vraiment sous un mode qui correspond très bien au fonctionnement des enfants de la maternelle. Et donc, ils ont déjà l'expérience du jeu de fiction, je dirais, en tout cas des jeux symboliques ou de simulation dès l'âge de 18 mois, et pouvoir les partager avec les autres, c'est un énorme plaisir. Donc ça permet dans ce cadre-là, je dirais, de s'exercer sans avoir l'impression de faire un effort. Ils y entrent très spontanément et c'est vraiment pour eux beaucoup d'occasions de découvrir la pensée de l'autre que d'être dans ces jeux de fiction. Alors pour nous, la théorie de l'esprit et les fonctions exécutives sont des activités cognitives. Alors après, elles vont être des prérequis à toute une série d'apprentissages qui peuvent aller par exemple pour les apprentissages autour du langage. Mais on sait que les jeux de faire semblant vont être très puissants parce qu'il faut expliciter son point de vue, donc il faut aller chercher dans ses ressources langagières pour faire comprendre à l'autre qu'on n'a pas forcément le même point de vue. Donc là, on va travailler le langage à travers un jeu de fiction et en même temps la théorie de l'esprit. Et on sait aussi que, par exemple, tous les travaux qui peuvent être faits autour des récits, autour d'un petit livre d'images, la construction du récit ensemble, là aussi, ça va faire travailler beaucoup et la théorie de l'esprit et le langage, et que ça va être une aide, les travaux nous montrent très clairement, pour le développement après du langage, y compris du langage écrit. Donc il y a des prérequis qui sont travaillés ici, qui vont servir dans les apprentissages scolaires par la suite. Et pour tout ce qui concernerait le raisonnement, qui va servir dans toutes les matières à l'école, cette capacité de flexibilité et de changement de point de vue, c'est très important pour la flexibilité du raisonnement, donc pour trouver des nouvelles solutions dans les apprentissages, quels qu'ils soient, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, tout ce qu'on veut. Alors, les jeux d'imitation, ils démarrent très tôt. L'imitation, c'est vraiment, je dirais, la pierre angulaire qui va permettre après de faire des jeux symboliques. Mais au départ, dès la naissance, les bébés sont capables d'imiter. Ils peuvent imiter si vous leur tirez la langue, ils vont tirer la langue en retour. Donc ça fait partie vraiment des compétences socle chez le bébé, qui vont lui servir d'abord de moyen à la fois de relations sociales, de rentrer dans des dialogues dans les premières semaines avec les parents notamment, mais aussi qui vont entraîner beaucoup de plaisir pour l'enfant, et parce qu'aussi on les imite en retour. Donc au début ça va être de l'imitation en face à face qu'on peut
bien sûr, utilisé à la fois pour le jeu et pour l'apprentissage, pour apprendre à l'enfant toutes sortes de choses, dont le langage, qui utilise en partie l'imitation, c'est pas seulement le processus impliqué. Et puis ensuite, on va avoir donc cette capacité d'imitation qui peut être immédiate au début, et puis petit à petit qui va pouvoir être différée vers l'âge de 18 mois. L'enfant peut imiter des choses qu'il a vues auparavant, donc il en garde une image mentale, il passe par la représentation. Et donc là, ça devient un outil extrêmement puissant pour pouvoir, là encore, apprendre des choses, les refaire dans d'autres contextes, et puis pouvoir simuler toute une série de choses de la vie quotidienne. Et donc là, on ouvre à une capacité non seulement d'imiter le réel, mais une capacité de le transformer par la représentation. Et donc on part dans la créativité de la représentation, et on peut, bien sûr, les jeux de faire semblant des enfants de 3-4 ans sont beaucoup impliqués, partent du réel. On va jouer à la dinette, on va jouer à la maîtresse, au docteur, mais ils ont énormément d'aspects qui sont complètement décalés par rapport au réel. Les enfants de petite section, disons entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, on va avoir énormément de jeux d'imitation réciproque, parce que les enfants, c'est un moyen de communication pour eux, à une période où ils n'ont pas encore beaucoup de langage, ou en tout cas une capacité, même s'ils ont une bonne capacité de compréhension, une capacité d'expression verbale qui peut être assez différente d'un enfant à l'autre. Et donc le fait de faire ensemble la même chose, c'est vraiment pour eux un moyen de communication extrêmement plaisant. Et parfois qui n'est pas toujours compris par les adultes, parce qu'on dit oh là, ils font la même chose, c'est pas bien, mais c'est vraiment pour eux un énorme plaisir que d'avoir une activité même ritualisée avec différents objets où on fait ensemble en même temps et on se regarde faire l'un l'autre. Ça, c'est vraiment un moment qu'ils adorent. À l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, ils vont commencer à se différencier un peu plus et à faire des jeux où ils sont plus en réciprocité de rôle, et donc vont pouvoir jouer, je sais pas, oui, à la maman et à l'enfant, etc. Mais ils se mettent en scène eux-mêmes la plupart du temps, et c'est souvent inspiré beaucoup de la vie quotidienne, mais avec aussi des écarts où ils s'amusent justement ils vont renforcer les grands rôles sociaux, les rôles liés au sexe et les rôles liés aux adultes, etc. Et puis plus ils avancent en âge, donc à partir de 5-6 ans, plus ils vont être capables, cette fois-ci, vraiment de devenir des metteurs en scène aussi bien que des acteurs. Et ils peuvent mettre en scène donc, des poupées, d'autres enfants qui donnent des indications, se mettre en scène eux-mêmes. Donc ils peuvent passer plus facilement du rôle d'acteur dans le jeu de fiction au rôle de commentateur. D'ailleurs, parfois, ils passent beaucoup plus de temps à dire on dirait qu'on ferait ci, qu'on ferait ça, qu'à jouer eux-mêmes. Mais cette partie-là est très importante, cette partie en théâtre d'escalier, de dire qu'est-ce qu'on va faire. Ça fait partie pour eux vraiment de l'activité plaisante de co-construire, qu'est-ce qu'on va imaginer jouer ensemble. Alors c'est un autre domaine très vaste, les jeux d'exploration et de construction. Ils ont une place tout à fait essentielle pour que l'enfant découvre les propriétés du monde, que ce soit les propriétés sensorielles, découvrir les différents sens en découvrant des nouveaux objets. Et ça c'est un grand plaisir pour les enfants maternels quand le professeur des écoles apporte un nouvel objet et puis on va tous découvrir ses propriétés, ça leur plaît beaucoup. Et puis donc ça peut être de l'exploration sensorielle, et puis très rapidement de tout ce qui va servir à la catégorisation du monde, à la compréhension des différentes propriétés. Et les jeux de construction sont très importants pour l'organisation visio-spatiale. Alors ils ont tendance dans les stéréotypes des jeux qu'on offre aux enfants à être souvent connotés masculins, mais les filles s'amusent tout autant à des jeux de construction pour peu qu'on leur donne l'opportunité. Justement, l'école peut être une façon de proposer aux enfants aussi bien des jeux de construction que des jeux de fiction sans que l'enfant y voit un jeu de garçon ou de fille. Là, après, tout dépend du matériel qu'on va proposer. Par exemple, les jeux de fiction, bien sûr, si avec des poupées, les garçons à partir de 4-5 ans vont peut-être pas avoir envie beaucoup d'investir ce matériel. Mais si le matériel est composé de figurines avec de sexe, ils vont avoir autant envie. Si on, par exemple, le matériel comme les animaux de la ferme ou du zoo, ça c'est quelque chose qui va permettre du jeu de fiction aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et les jeux de construction, là encore, si c'est un jeu très connoté garçon, je ne sais pas,
avec des petites pièces de Lego avec lesquelles on fait des vaisseaux spatiaux, les petites filles vont peut-être moins s'investir, mais par contre il y a plein de jeux de construction, notamment construire des maisons qui plaisent aussi bien aux garçons et aux filles. Donc ça va développer d'autres types de capacités, organisation dans l'espace et aussi coopération dans la capacité à co-construire quelque chose. Alors les jeux de règles, ils peuvent être introduits assez tôt s'ils sont très simples. C'est-à-dire pour les enfants de 3 ans, il faut que la règle, elle puisse être vraiment, par exemple, un jeu d'alternance de rôle, chacun fait l'un après l'autre, ça c'est facile pour un enfant, et s'il n'y a pas trop de partenaires à la fois. Bon. On peut arriver même en petite section à faire des jeux avec toute la classe, mais là ça doit passer forcément pour le maintien de la règle par l'adulte, parce que l'enfant n'a pas encore les capacités cognitives lui-même à garder cette règle en tête et à pouvoir l'instituer et la rappeler même aux autres. Donc il faut du temps pour que l'enfant puisse d'abord lui-même gérer en mémoire de travail cette règle et puis même proposer après lui-même ses propres règles. Donc on va arriver vers la fin de l'école maternelle, effectivement, des capacités à générer ses propres jeux de règles et à aussi mieux respecter les jeux qui ont déjà des règles qui sont données par les adultes et à pouvoir y jouer en autonomie. Mais ça, voilà, c'est quelque chose de progressif et c'est très important justement que les enfants découvrent aussi que les règles, ça sert à se mettre d'accord et qu'on peut éventuellement les changer. Mais le tout, c'est que tout le monde soit d'accord et qu'on ne change pas comme ça tout seul dans son coin, mais c'est une convention qui permet de bien jouer ensemble, d'être sûr que tout le monde est traité de la même façon, ça permet de gérer les frustrations, de pouvoir avoir l'occasion d'être gagnant ou perdant, etc. Donc tout un tas d'éléments qui sont très importants du point de vue de la vie sociale, de la communication. Donc c'est ce qui peut aider aussi, notamment pour les enfants, je dirais, de petite et de moyenne section, c'est d'avoir des supports visuels concernant ces règles, parce que justement ils n'ont pas la capacité encore de les mémoriser de la même façon. Alors plutôt que d'avoir toujours un adulte derrière qui rappelle les règles, on peut essayer aussi d'avoir, je dirais, des supports externes de ces règles, par des moyens d'image, par des moyens de petits dessins, ce qui permet à ces enfants de pouvoir s'y reporter et de pouvoir continuer le jeu, même s'il y a toujours un adulte présent dans le jeu. Et concernant les jeux de règles, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est le nombre de partenaires de jeu. Chez les jeunes enfants, 3 ans et demi, 4 ans, c'est souvent, en tout cas si on veut qu'ils jouent un peu en autonomie, c'est plutôt à 2 ou à 3, et puis ensuite, en avançant en âge, on peut commencer à faire des jeux où ils sont 4 ou 5, où ils peuvent s'organiser entre eux. Et ils arrivent, parce qu'à la fois ils maîtrisent mieux le langage, ils maîtrisent mieux la capacité à se mettre dans la tête de l'autre, ils maîtrisent mieux leur fonction exécutive, à pouvoir faire que le jeu se déroule, et en même temps faire des méta-commentaires quand ils ont besoin pour rappeler la règle, et donc ils arrivent à gérer les deux. Sinon c'est difficile et après ils reviennent plus à leur jeu à eux, et puis ça devient du jeu en parallèle, mais s'ils sont trop nombreux, ils n'ont pas ces capacités-là. Oui, on est de dire. Disons que la transition, elle se trouve vraiment en plein milieu de la classe de moyenne section. C'est la période de 4-5 ans où on va avoir des progrès importants. Donc alors après, il y a des rythmes différents selon les enfants. Donc il y a des enfants à 4 ans qui sont encore assez proches des enfants de 3 ans, 3 ans et demi, d'autres qui sont déjà un petit peu plus proches des enfants plus grands. Et bien sûr, ça continue à avancer encore. Mais c'est vraiment cette période-là qui est la transition. Et on voit très bien d'ailleurs au cours de l'année, j'avais fait un documentaire où on a suivi une classe comme ça toute l'année entre le début de la moyenne section et la fin de la moyenne section. On voit vraiment les enfants qui évoluent, par exemple dans leur capacité de négocier quand il y a des petits conflits, que par exemple les deux enfants veulent jouer la même chose. Au début de l'année, ils sont souvent un petit peu dans les stratégies un peu physiques, de prendre la place de l'autre, de lui dire non mais sans plus. Et puis on voit à la fin de l'année de moyenne section qu'ils vont être capables d'utiliser des stratégies pour négocier, pour dire tu l'auras après, ou moi si tu fais ça alors je te donnerai telle chose. Voilà, ils trouvent des compromis et ils ont à la fois
plus capable de prendre en compte le désir de l'autre et de trouver des solutions. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais au moins d'essayer la négociation. Et on voit toutes ces capacités-là qui ont évolué à travers ces petites situations, hein, capacité de langage, capacité de se mettre à la place de l'autre, capacité à inhiber l'impulsion qui serait de vouloir prendre l'objet absolument de l'autre. Hein. Donc on a un gros progrès dans cette période 4-5 ans. Alors, est-ce que... Alors bien sûr, comme dans tout développement, il y a une part liée à la maturation et une part liée à l'expérience, et les enseignants ont un rôle très important, et notamment pour accompagner les enfants qui auraient plus de difficultés à progresser de ce point de vue-là, pour toutes sortes de raisons, hein. Mais les enseignants peuvent vraiment apporter beaucoup de choses. Par exemple, sur la capacité à négocier des conflits de territoire. Les enfants veulent souvent être au même endroit, faire avec les mêmes objets. D'abord, avoir des objets un petit peu en plusieurs exemplaires pour éviter les conflits, mais aussi avoir des moyens de régulation. Par exemple, utiliser des petites étiquettes avec le prénom, ou et donner, par exemple, des moments d'atelier où on va choisir. Les enfants savent qu'ils doivent mettre leur étiquette devant la porte ou de l'endroit où ils veulent faire l'activité, et que pendant ce temps-là, ce sont les 3 noms de ces enfants-là qui ont le droit de jouer avec cette chose-là, et puis après ce sera d'autres enfants. Donc on peut trouver des moyens comme ça de les aider à réguler eux-mêmes des choses qu'ils ne peuvent pas encore faire, je dirais, simplement par la parole, hein. Donc on peut là encore utiliser des systèmes qui les obligent en même temps à négocier, mais d'une façon encadrée par les adultes, hein. Donc c'est un peu tous ces supports de fonction exécutive. D'ailleurs, dans la théorie de Vygotsky, c'est tout à fait ce qui est mentionné, hein. C'est qu'il y a d'abord une interrégulation par les plus avancés que l'enfant, les adultes notamment, et petit à petit, les enfants, ça va les aider à intérioriser tout un système de régulation comportementale, cognitive. Donc ça, le cadre est très important, à la fois, je dirais, au plan cognitif, puis aussi sur le plan affectif, émotionnel, pour faire en sorte que les choses soient bien équilibrées, que tous les enfants aient l'occasion d'avoir une place valorisante et d'accéder à telle ou telle activité. Donc, choses qui ne pourront peut-être pas toujours réguler tout seuls, notamment quand ils sont jeunes. Donc, les adultes les aident à ça, et ensuite, il faut qu'ils arrivent à s'effacer progressivement pour que les enfants puissent le faire eux-mêmes. Effectivement, c'est une période où vraiment il y a beaucoup de progrès à la fois dans la capacité à contrôler son comportement, à communiquer avec les autres, à se mettre à la place des autres. Et ça prend un petit peu de temps, mais ça se met en place vraiment dans cette période-là. Et je pense que c'est une période justement où on peut avoir à cœur de travailler ces situations de communication, ces situations de jeu pour elles-mêmes, pas forcément avec un objectif encore d'apprentissage scolaire en tant que tel, mais vraiment sur cette capacité à pouvoir jouer avec les autres, travailler avec les autres, mais vraiment dans ces capacités de coopération et d'arriver à s'exprimer, à communiquer aux autres en se respectant les uns les autres. C'est très important dans cette période-là, parce que c'est l'âge où ils progressent, je dirais, du point de vue de leur maturation, pour accéder à cela. Avant, c'est parfois un peu trop jeune, pour les 3 ans, même en les mettant ensemble, on n'arrivera pas forcément à les faire respecter le tour des autres, etc., parce qu'ils ne sont tout simplement pas à la maturité. Mais à 4-5 ans, ils commencent à l'avoir, et on peut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir avoir des enfants qui ont tous les outils après pour pouvoir acquérir les acquis scolaires. Mais c'est dans cette période-là que c'est très important de travailler sur ces capacités de régulation, de communication, régulation aussi bien émotionnelle que cognitive. Et on peut tout à fait, autour des acquis préparant à l'école, faire toutes sortes de jeux, hein, notamment les jeux de langage, les jeux sur la capacité à générer soi-même des histoires à partir d'images et à pouvoir les communiquer aux autres, de passer justement aussi du temps entre quelque chose qui peut déjà avoir un peu de support écrit, et puis en faire un jeu de rôle qu'on va présenter un peu comme un petit théâtre aux autres. Ça, c'est
vraiment des activités qu'on peut favoriser dans cette tranche d'âge-là, hein, parce que ils ont maintenant ces capacités plus avancées, hein, du point de vue de la concentration, du point de vue de la flexibilité de la planification, et de cette capacité à se mettre dans la tête d'autrui, et on peut s'en servir vraiment pour travailler sur le langage, travailler sur des supports dans lesquels il peut y avoir déjà de l'écrit, faire toutes sortes de jeux aussi avec les nombres, parce que le jeu va être toujours un moteur puissant de motivation, hein, pour soutenir l'effort cognitif. Le fait de passer par le jeu est très important pour ces enfants. Et ça permettra souvent de maintenir plus longtemps, par exemple, l'activité, si on la fait passer par un jeu, que si ça ressemble uniquement à une tâche scolaire pour faire plaisir à l'adulte, entre guillemets. Pour moi, en grande section, le jeu symbolique a tout à fait sa place parce que c'est justement une période où les enfants deviennent beaucoup plus autonomes pour pouvoir créer du jeu ensemble, hein, et créer leurs propres règles dont on parlait tout à l'heure. Donc introduire aussi dans toutes sortes de jeux, qu'ils soient symboliques ou des jeux avec des objets, avec des images, construire eux-mêmes des règles. Et ça, c'est très important du point de vue cognitif d'être capable d'inventer des règles dans la vie sociale. Donc c'est vraiment une période où le jeu symbolique est un moteur puissant, aussi bien du point de vue de l'épanouissement émotionnel que de l'apprentissage. Vous avez travaillé dans des classes, vous avez accompagné des classes. Est-ce que vous pouvez nous préciser des jeux symboliques ou des jeux de faire semblant, je trouve, qui vous paraissent intéressants à mettre en place dans les classes? Alors, il y a plusieurs supports possibles. Je dirais qu'il y a des supports qui vont être assez classiques, type petite dinette, choses qui vont permettre aux enfants de s'emparer rapidement d'un matériel qui se rapproche de la vie quotidienne et qui va permettre de construire des histoires. Les déguisements aussi sont surtout sur la fin en grande section, hein, les enfants apprécient énormément de pouvoir commencer vraiment vers des jeux de rôle complets avec des attributs, des personnages. Donc tous les déguisements, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Le maquillage aussi peut aider à rentrer dans cette dynamique. Et on peut avoir je dirais, du matériel figuratif, mais aussi non figuratif. On peut avoir des choses qui sont des petites pièces de mousse, toutes sortes d'objets qui servent à plein de choses en fait, hein, qui là aussi permettent d'exercer l'imagination. Donc avoir, je dirais, un matériel qui a cette double propriété. Pour certaines, ça ressemble un peu à la vie de tous les jours, comme la dinette, et puis d'autres qui sont plus neutres, dans lesquels l'enfant peut vraiment faire toutes sortes de choses avec. Et puis bien sûr, il y a tous les supports, notamment en avançant vers la grande section, mais dès la moyenne section, on peut tout à fait utiliser ça, les livres, hein, les livres avec les livres d'images, et les enfants peuvent bien sûr jouer eux-mêmes des histoires qu'ils ont vues dans des livres, mais ils peuvent là encore les retravailler. On peut travailler avec toutes sortes aussi d'images, où l'enfant peut construire son histoire en allant chercher différentes pièces, différents personnages. Donc, tout un tas de matériel qui permettent là encore de prendre petit à petit de la distance par rapport au réel. Et ça, c'est vraiment une capacité cognitive très importante pour l'autonomie par la suite. Alors, les travaux ils sont, je dirais, tout juste en cours là-dessus, mais c'est vrai que ce qu'on sait, c'est que les jeux sur écran, parce que maintenant c'est toutes sortes d'écrans, les téléphones, les ordinateurs, les iPads, etc., ce sont des jeux qui sont très motivants pour les enfants. Ça capte leur attention tout de suite, ça leur donne envie de se mettre dedans, ça c'est clair. Après, tout dépend de ce qu'il y a à faire. Certains jeux ne sont pas très intéressants, mais ça, ce sont les adultes qui ont fait les jeux qui sont en faute. Ça existe déjà aussi pour les programmes de télévision, par exemple. Alors, ce sont des jeux plus interactifs que la télévision, hein, ils sont moins passifs. Et il y a toutes sortes de jeux, mais l'important, je dirais, surtout à tous les âges, c'est que ces jeux soient médiatisés par des relations sociales, alors ça peut être des adultes, ça peut être d'autres enfants, hein, on joue ensemble et on commente à propos de ce jeu. C'est surtout ça qui est important, et c'était déjà vrai, je dirais, pour d'autres activités, mais c'est surtout là-dessus, je pense, où on doit être vigilant en tant qu'éducateur, hein, c'est que ces jeux puissent être des supports
partagés, des supports de communication, mais en même temps ce sont des jeux qui peuvent tout à fait développer l'attention, la concentration, la flexibilité, on en a parlé. Mais ce qui est très important, c'est que ça reste justement quelque chose que les enfants puissent commenter dans des interactions réelles avec des personnes. Alors, les jeux se différencient assez tôt entre garçons et filles, pour toutes sortes de raisons. Et une des premières raisons, c'est déjà que les parents ne jouent pas de la même manière avec leurs enfants selon ce sont des filles. donc, c'est la question de l'inné de l'acquis, elle est indémêlable, parce que de toute façon, on est tous façonnés par un certain nombre de stéréotypes liés à notre société, qui ne sont pas toujours les mêmes selon les cultures, mais on ne joue pas de la même manière avec des petits garçons et des petites filles. Et donc eux-mêmes, bien sûr, quand ils rentrent dans des jeux spontanés entre enfants, eh bien, vont avoir tendance à ne pas jouer aussi de la même manière. Par exemple, dans la période de la classe maternelle, on va voir surtout à partir de, je dirais, de la moyenne section et de la grande section, des jeux valorisés dans le stéréotype culturel comme plutôt féminin, qui vont être effectivement plus pratiqués par les petites filles, notamment les jeux de fiction avec beaucoup d'utilisation de verbalisation. On va les voir beaucoup chez les petites filles en cours de récréation, là où justement il n'y a pas de structure, ils jouent à ce qu'ils veulent. Les petits garçons, on va les voir jouer beaucoup à des jeux physiques, à des jeux de chahut, de bataille, mais aussi où ils vont commencer à introduire des jeux de règles, donc c'est aussi important qu'ils jouent à ça, mais c'est aussi une manière pour eux de se définir et de s'approprier les rôles liés au genre, c'est de garçon ou de fille. Donc il y a bien effectivement des manières de jouer différentes. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que chez les tout petits, à 3 ans, ils sont plus mixtes encore à cette période-là. Et puis là encore, l'encadrement, les éducateurs sont là aussi pour les amener à jouer ensemble. Il ne s'agit pas de faire qu'ils jouent tout le temps ensemble, c'est normal aussi que de temps en temps ils jouent plus entre garçons et entre filles avec des jeux différents, mais leur donner des occasions de se découvrir pour voir que jouer entre filles et garçons, c'est aussi très intéressant. On peut faire des histoires multiples où tous les rôles vont être intéressants, aussi bien les rôles de garçons que de filles. Leur jeu. Alors là encore, les temps vont varier selon les âges, les temps sont plus courts pour les petits et un peu plus longs pour les autres, mais quand on joue tout seul, il se passe plein de choses. Il se passe par exemple qu'on va pouvoir avoir l'occasion de certaines créativités, de faire des essais et des erreurs qui n'ont pas de conséquences puisque ça n'implique pas d'autres enfants. Donc même si on fait quelque chose qui finalement ne donne rien, c'est juste pour soi et on peut aller voir autre chose, explorer. Ça ressemble un petit peu, je dirais, les jeux libres aussi, et c'est tout à fait dans la même lignée des capacités de représentation au moment où on dessine. Par exemple, quand on dessine, on est devant sa feuille, on peut faire où on peint, c'est un jeu de créativité et puis on le fait progresser comme on a envie, que ce soit avec un jeu de construction, que ce soit avec un jeu de faire semblant pour soi avec des personnages. Voilà, on apprend aussi justement à ne pas toujours avoir des cadres ou des stimulations extérieures et à s'organiser soi-même dans son propre jeu. Donc c'est à la fois une certaine capacité, une liberté, une créativité, une découverte aussi de choses où parfois on s'ennuie un peu, mais c'est pas du tout mauvais pour l'enfant. L'ennui, au contraire, ça lui permet de découvrir qu'il y a des moments de calme et puis des moments où on va chercher en soi des ressources pour trouver des nouveaux jeux. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société avec beaucoup de sollicitations extérieures et on ne laisse pas toujours les enfants à trouver eux-mêmes leurs propres ressources pour se divertir, leur propre vie intérieure, et le jeu sert aussi à ça. Mais les adultes doivent être vigilants pour amener un cadre qui leur permette cette autonomie, qui respecte leur capacité attentionnelle, leur capacité de négociation, d'expression verbale, donc être attentif aussi derrière. Et puis aussi, il y a des moments, et ça peut pourquoi pas être aménagé en classe, il y a des moments où les enfants peuvent avoir envie de jouer seuls, et il peut y avoir des temps où on ne joue pas tout le temps avec les autres. Et donc, par exemple, avec des choix d'atelier, il peut y avoir des moments où un enfant peut avoir envie de jouer un petit peu tout seul avant de rejouer avec les autres. Merci.
Je dirais, c'est une question surtout qui doit se poser du point de vue des éducateurs, mais pour l'enfant, elle ne se pose pas forcément, parce que pour lui, c'est toujours le jeu. Donc le critère, c'est est-ce qu'il a du plaisir dans le jeu, et voilà, est-ce que derrière, bien sûr, il a un certain nombre d'apprentissages qui vont pouvoir se faire. Mais la notion de plus ou moins libre, plus ou moins structuré, ça peut être une question des éducateurs parce qu'ils peuvent s'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer si je laisse l'enfant libre? Il ne va rien apprendre, il va partir dans le désordre. Non, les enfants, très tôt, savent pour la plupart s'occuper librement à partir du moment où il y a un peu de matériel, de personnes avec lesquelles ils sont en confiance. Donc c'est plutôt une question de sécurité et pour eux, de s'engager dans des jeux, c'est une activité très naturelle chez les enfants. Alors, bien sûr, le cadre que vont donner les adultes fait qu'un jeu libre peut très bien, moins bien se passer si, par exemple, on a des objets qui sont extrêmement valorisés par les enfants et qu'il n'y en a pas beaucoup. Si vous mettez dans la cour de récréation 2 vélos avec 15 enfants, c'est sûr que le jeu libre il va mal se passer, parce qu'il va y avoir de la grande concurrence. Donc, l'environnement doit être aménagé pour que ces jeux libres puissent être investis par les enfants dans une certaine sécurité, dans une certaine sérénité relationnelle. Et dans ces cas-là, c'est très important, comme je disais, pour qu'ils découvrent eux-mêmes comment organiser le jeu. Et puis les jeux structurés, ils vont permettre d'autres choses. Ils vont permettre de sécuriser l'adulte, c'est vrai, mais ils ne doivent pas servir juste à ça. Ils doivent servir justement à permettre de développer des choses que l'enfant ne pourrait pas faire tout seul. Hein. C'est toujours selon la fameuse zone proximale de développement de Vygotsky, hein, c'est l'amener à découvrir des nouvelles choses, par exemple à découvrir pour les très jeunes enfants comment on peut faire un jeu à tour de rôle, même si on est 3 ou 4. Ben, pour lui, c'est pas forcément spontanément possible de le gérer quand il a 3 ans, et les adultes l'amènent par ce jeu plus structuré, à voir que c'est possible de jouer à plus de partenaires, que c'est possible d'attendre son tour et que ça reste quelque chose de plaisant. Voilà. Donc, après, ce cadre, ce degré de structuration, il doit être pensé en amont, savoir qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans, à quoi il sert ce cadre, pas juste à faire que les enfants soient rangés et que pendant ce temps-là, on sache exactement ce qu'ils font, mais qu'est-ce que ça va leur permettre de développer qu'ils ne développeraient pas encore tout seuls en autonomie, et pour les accompagner petit à petit vers plus d'autonomie. Les enfants sont assez bon public, c'est-à-dire qu'eux, ils ne voient pas derrière forcément les objectifs pédagogiques. Du moment que l'activité est adaptée, je dirais, à leur niveau cognitif et émotionnel, et ils vont rentrer dans toutes sortes de jeux qu'on leur propose. Donc là, je dirais, c'est la responsabilité des enseignants d'y mettre effectivement des choses qui leur paraissent importantes à transmettre aux enfants. Et du moment que la forme est suffisamment ludique et attractive pour eux, ils rentreront dedans, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que quelquefois, on peut avoir le défaut, en tant qu'adulte, de mettre dans l'activité nos propres objectifs, en pensant que ça va leur plaire, mais ça ne va pas forcément leur plaire. Donc ça demande de la décentration pour se mettre à la portée de l'enfant, je dirais, pour lui plaire. De ce point de vue-là aussi, ça rejoint peut-être la deuxième partie, le fait de pouvoir les interroger plus sur les aspects méta, hein, sur le commentaire par rapport à l'activité, on joue, puis après on pose des questions, ou en même temps, je dirais ça c'est possible plutôt à partir de moyenne section et grande section. Petite section, ils n'ont pas encore ces capacités de prise de distance, donc c'est très, ils ont souvent pas les capacités verbales non plus, hein, pour pouvoir aller vers cette explicitation. Mais en avançant et surtout vers la grande section, là on peut effectivement travailler, mais déjà un petit peu en moyenne section, hein, on peut travailler là-dessus, mais il faut les aider avec des questions qui soient pas des questions trop ouvertes, trop générales, hein, mais qui partent vraiment de leurs actions. Alors là, tiens, pourquoi il a fait ci, il a fait ça? Là, ils vont avoir des réponses. Mais si on leur demande des questions de métaconnaissance très générales, ils n'auront pas encore ces capacités-là à 5 ans. Mais autrement, le commentaire, c'est une activité évidemment qui est très importante d'élaboration, de structuration, y compris par exemple quand on a fait un petit jeu de fiction, de dire tiens voilà, ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que tu en penses, pourquoi il a fait ci et ça. Si c'est vraiment ancré sur du concret, sur des choses qu'ils ont pu partager, ça peut tout à fait être un élément intéressant de structuration, hein, de leurs apprentissages, mais plutôt chez les plus grands et en essayant de ne pas partir sur des choses qui sont d'un niveau trop général et qui sont plus au niveau des plus grands ou des adultes.
Merci Madame Plumet de nous avoir accordé cet entretien.